Bonjour chers amis, bienvenue pour ce Good Post 36. Enfin, nous y sommes. Justice League The Monster Hunter. Oui, c'est vrai que je suis en retard comme d'habitude. J'ai vu The Zack Snyder Justice League quand cet épisode sortira, je l'aurai vu. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu au moment où j'enregistre, mais c'est clair que vous allez avoir un gros The Good Post bien vénère sur Zack Snyder Justice League. Vous savez que j'ai fait des podcasts sur chaque film du DC Universe, et je pense que ce serait bon. Je pense que c'est le bon moment avec ce Zack Snyder Justice League qui probablement sera, pour l'instant, au moment où j'enregistre, le dernier Justice League, le dernier projet Zack Snyder avec le DC Universe, si les choses restent telles qu'elles sont, mais on en parlera mieux, je pense, la semaine prochaine. Le dernier projet, du coup, je ferai carrément comme j'avais fait avec le MCU, les pires films, les meilleurs films du DC Universe. Je pense que c'est très intéressant aussi à interroger dans un podcast dédié un petit peu à part. L'univers des films de super-héros m'intéressant particulièrement, vous l'avez remarqué, et le potentiel, on va dire, de réflexion sur le cinéma en général qu'on peut en déduire sur les blockbusters, sur l'économie du cinéma. Je trouve ça très intéressant, vous savez que j'en parle très facilement, et donc ça viendra. Mais cette semaine, j'ai envie de parler de Monster Hunter. J'ai envie de parler de Monster Hunter pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le film a été plutôt bien attaqué, en mode c'est de la merde. Enfin, il y a deux camps. Il y a des gens qui disent que c'est franchement bien, pour ce que c'est, et ceux qui disent c'est de la grosse merde. C'est honteux! Donc aujourd'hui le sujet sera Monster Hunter, mais dans le programme de ce Good Post, le menu de ce que vous allez déguster aujourd'hui, nous aurons d'abord dans la news un petit point sur les projets Game of Thrones qui sont décidément de plus en plus larges. J'ai lu beaucoup de choses et ça m'a donné une petite réflexion sur, on va dire, ça va être une news assez courte, c'est juste ma petite réflexion à moi sur le développement, on va dire, des Game of Thrones, de projets à venir, et peut-être de l'avenir, on va dire, d'un certain type de Dark Fantasy qui voyait beaucoup de projets naître avant la dernière saison de Game of Thrones, et après l'échec, je mets de gros guillemets, critique de la dernière saison de Game of Thrones, il n'y a plus que HBO qui croit à cet univers, ou à l'univers de la Dark Fantasy, à tel point que même la hype autour du projet de The Lord of the Rings, la série télé, a baissé d'un coup. Donc on va parler un petit peu de ça dans la news. On va faire une critique de Monster Hunter en essayant un petit peu de faire preuve de recul. Je suis loin d'être un défenseur du réalisateur Paul W.S. Anderson, vraiment loin. Mais pour le coup, un peu à la manière de Durandal, même si Durandal il a tendance à bien aimer ce réalisateur-là, ce que je comprendrai décidément jamais. Mais on va essayer d'être un petit peu l'avocat de diable et de pas tomber sur ce film pour ce qu'il n'est pas ou ce que les fans espéraient qu'il serait. Et je vais en venir. On va aussi parler un petit peu de la série de jeux vidéo Monster Hunter pour vous expliquer un peu pourquoi un film qui à mon avis est tout à fait décent est à 46% sur Rotten Tomatoes, donc prend essentiellement des critiques négatives voire très négatives, parce que tout simplement il y a une très grosse fanbase, et je reviendrai un petit peu du coup sur le lien que je fais entre ce projet-là et World of Warcraft, ou le film Warcraft, de Duncan Jones, que je trouve toujours vraiment, avec le recul, vraiment très sympa, et que je regrette qui n'aura jamais de suite malheureusement, et qui était pourtant un projet très intéressant, un film vraiment intéressant, que les fans ont littéralement enterré à la naissance, j'ai envie de dire. Oui, je parle d'enterrement de bébé, ça commence bien aujourd'hui. Quelle indignité. Et dans la question est vite répondue, je vais vous parler un petit peu, on m'a fait des petits retours sur des formes de petits articles, de petites réflexions sur des points précis où je parle de quelque chose d'un peu plus précis d'un film, sur Instagram notamment, et je l'ai transformé aussi ces formes de petites images avec texte en articles sur le blog. On m'a fait des petits retours là-dessus, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, si vous pensez que ça vaut le coup que je développe, que j'aille vers d'autres questions que je me suis pas forcément posées. Est-ce que je devrais parler de sujets plus larges? Là, je parle essentiellement de moments techniques dans le film, en essayant de réfléchir sur le sens, en vous donnant ma réflexion sur le sens que j'accorde à des moments précis. Je parlais notamment dernièrement de la musique du logo Walt Disney sur le film Soul, qui est fait dans une forme de jazz déconstruit, assez laid, laborieux, et j'en donne un point de vue assez clair, qui est de dire que grosso modo Pixar crache à la gueule de Disney. Et si ça vous intéresse ce genre de choses, qu'est-ce que je pourrais développer encore? Donc bref, on va essayer de développer un petit peu ça dans la question est vite répondue, et on conclura sur ce film Monster Hunter. J'espère que vous êtes prêts. La série de jeux vidéo Monster Hunter est une série extrêmement populaire, notamment au Japon, mais désormais à l'international depuis le Monster Hunter qui était sorti sur Switch. Je suis plus certain, en tout cas sur une console, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est Monster Hunter World qui avait commencé à le faire vraiment
connaître et rendre le jeu populaire en Occident. Avant, c'était surtout une série de jeux vidéo qui marchait très très bien au Japon. Alors, je n'ai pas trouvé le nom du créateur du jeu, je vous laisse le trouver, ou m'informer sur le fait que c'est un créateur extrêmement connu. À chaque fois que je cherche des infos sur Monster Hunter, rapidement, parce que j'ai pas spécialement creusé, le jeu me passionnant pas plus que ça, je suis essentiellement tombé sur le fait que le jeu a été développé par Capcom. Capcom, grosse boîte de jeux vidéo, Street Fighter, enfin, vous voyez le genre, quoi. Capcom, énorme, Resident Evil, enfin voilà. Énorme boîte de jeux vidéo qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. Et qui a quelques jeux comme ça extrêmement emblématiques dans sa liste, et qui a notamment Monster Hunter. Donc le principe, juste pour que vous ayez une petite idée, et pourquoi je vais pouvoir expliquer un petit peu pourquoi je trouve que le film est une adaptation malgré tout intéressante, Monster Hunter se passe dans un monde où, grosso modo, le joueur est amené à devenir un chasseur de monstres. L'idée étant que on développe son matériel de manière très précise, un style de matériel, on peut être un chasseur au tir à l'arc, un chasseur au flingue, un chasseur à l'épée, à la hache, et avec toutes ces armes, on essaie d'aller chasser non pas tous les petits monstres qu'on croise, mais de très très gros monstres, qui sont grosso modo les objectifs du jeu. Je caricature, je crois que grosso modo par jeu, on en a une dizaine, entre 10 et 12, je caricature, qui sont les gros monstres emblématiques du jeu, et une fois qu'on a réussi à attraper, battre tous ces très très gros monstres, et ben on a fini le jeu. Mais le kiff du jeu, c'est qu'on peut le faire de plein de manières différentes, que ce sont souvent des jeux et des univers extrêmement larges. C'est quelque part une forme de RPG très libre, qui fonctionne vraiment très bien, et tout l'univers de Monster Hunter est basé sur, on va dire, ce kiff de construire son personnage et d'aller à la chasse de manière quasiment sans histoire. Il y a parfois quelques histoires narratives, mais pas tant que ça. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et voilà ce qui va se passer. Bon, il y a ma petite fille en guest. Vous me pardonnerez, c'est comme si c'est comme ça que vous aimez The Good Post. Donc, chers amis, le jeu Monster Hunter a été un carton monstrueux parce qu'il permettait simplement aux joueurs de s'inclure dans l'univers, de faire l'histoire comme ils le voulaient. Et vu le succès du premier Monster Hunter, Capcom a récidivé. Alors, je vais pas vous faire toute la liste du jeu parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est juste... Enfin, c'est pas qu'il y en a beaucoup trop, mais c'est pas la peine d'être exhaustif. On a eu, en vrac, Monster Hunter le premier est sorti en 2004 au Japon, et il a cartonné. On a eu ensuite Monster Hunter G, Monster Hunter Freedom, Monster Hunter 2, Monster Hunter 2 Freedom, Monster Hunter Freedom Unite, Monster Hunter Try, Monster Hunter Portable 3D, je crois que c'est Monster Hunter Try qui l'a rendu succès. Ouais, c'est sur la Wii, je crois que c'est à partir de celui-là en 2010 que ça a cartonné, donc quasiment 6 ans plus tard. Et ensuite, Monster Hunter est devenu une série de jeux qui a cartonné dans le monde entier. Donc, une adaptation en film de Monster Hunter, potentiellement, ça avait un gros potentiel. Le fait est que le réalisateur qui a réussi, grosso modo, à faire partir le projet, c'est un certain Paul W.S. Anderson, c'est-à-dire Paul William Scott Anderson, 56 ans, né le 4 mars 1965 à Newcastle. Et ce mec, c'est grosso modo une sorte de némésis du cinéma pour bien des gens. Alors, soyons honnêtes, il va prendre un petit peu cher, là, quand même. Quand on va parler de sa filmographie, ça va être un petit peu... voilà. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Paul W.S. Anderson commence donc sa carrière dès 1995, alors un an avant avec Shopping, mais je sais pas ce que c'est comme film, j'ai pas vu, en 95 avec Mortal Kombat qui est déjà à l'époque considéré comme une adaptation un peu nanardesque, quoique le film a fonctionné et est moins nanar que ses suites, mais déjà... On est sur un film où il n'y a pas grand chose à en tirer, à part une adaptation un peu molle, mais c'est un réalisateur qui donc très très tôt, c'est pas qu'il sent le potentiel commercial de ça, parce qu'il y a des grosses boîtes de production derrière qui savent qu'ils voulaient faire du pognon, mais disons plutôt qu'il y a vraiment, dans sa démarche déjà de carrière, une présence dans l'adaptation du jeu vidéo. Il va enchaîner avec le succès... surprise et en même temps assez évident de la première adaptation de Resident Evil au cinéma en 2002, déjà avec Mila Jovovich. Je crois qu'ils sont ensemble à partir de ce moment-là, ils sont en couple, et il va continuer avec des projets qui vont à chaque fois être plutôt des projets attirants, sexy dans le cinéma de genre, notamment avec Alien vs Predator. Il va devenir ensuite le grand pape de la série des films Resident Evil. Quand il les réalise pas, il est producteur ou scénariste, ou les deux, ou les trois, enfin voilà quoi. Et il va être donc présent à la réalisation, notamment sur Resident Evil Afterlife, sur Resident Evil Retribution et Resident Evil Chapter Final. Il faut se rendre compte que Resident Evil commence en 2006 et que le dernier film de Resident Evil sort en 2016. Je vous fais juste sa filmographie, vous allez comprendre le délire. Non, même pas, on peut y aller. Déjà, les Resident Evil montrent deux choses. C'est que Paul W.S. Anderson, dans sa mise en scène, confond très très souvent faire de la mise en scène moderne
avec utiliser des gimmicks de cinéma moderne. Ce qui fait que ces films sont souvent assez imbouffables, assez imbitables, dans le sens où, alors on va utiliser des termes plus précis, la narration est souvent très chaotique, mal écrite, les personnages sont souvent assez faibles et peu développés ou mal développés. Grosso modo, dans les Resident Evil, le personnage de Mila Jovovich se développe un peu et encore. Grosso modo, c'est une femme badass dès le premier épisode, et ce sera le cas dans chaque épisode. Elle aura à chaque fois un délire quasi cousin de j'ai perdu la mémoire et je dois découvrir ce que je dois faire, mais sans que c'est de réel impact sur le personnage in fine. Donc c'est des films assez vides, c'est assez incroyable parce que c'est d'un creux assez abyssal alors qu'il y a un nombre de films assez fou. Et c'est assez insultant pour le cinéma de genre, puisque beaucoup de gens, beaucoup de critiques, y voient une sorte d'hommage au cinéma de genre un peu oui, c'est de l'action, c'est du fun, et puis basta. Alors qu'en fait, le bon cinéma de genre, tout simplement, à l'action, est généreux, mais a un fond qui tient debout. Ça a rarement été apprécié par les fans de cinéma de genre, le film qui est creux où il n'y a rien du tout derrière le gore, l'action ou autre, à moins que ce soit réellement drôle, et que ce soit premier degré, entre guillemets, le fait que ce soit une comédie, quelque chose qui ne cherche pas à aller très loin dans le fond. Je vous renvoie par exemple à l'excellent Shaun of the Dead, qui a un discours de fond intéressant, qui peut être touchant, mais qui sur le fond est surtout un grand, bon, gros hommage au cinéma de zombies qui décomplexé, quoi. C'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, rien, mais c'était écœurant à la fin. Et donc, entre autres gimmicks qui vont constamment être présents dans les Resident Evil, il y a une musique qui se veut ultra moderne, mais en fait qui est souvent agressive, le pompon étant la musique composée par le chanteur de black metal, satanic metal, machin. Moi j'aime beaucoup, hein. Mais j'aurais du mal à le définir maintenant, qu'est Marilyn Manson sur Resident Evil 1, et qui fait une musique assez imbouffable et qui je trouve ne servait pas à grand chose in fine. Donc souvent, il se trompe entre gimmick et mise en scène en fait complètement foirée, souvent illisible. Il y a beaucoup de scènes dans les différents Resident Evil, qui sont illisibles. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et l'illisibilité de l'action, c'est un peu un gimmick des films de Paul W.S. Anderson. J'en ai vu pas mal, hein, paradoxalement. J'ai vu aussi ensuite, il a fait Les Trois Mousquetaires, une adaptation qui est vraiment très drôle, parce qu'elle, pour le coup, là, vraiment, je pense qu'elle se prenait pas au sérieux, il y a des ballons dirigeables et tout. Donc, vous voyez, ça délire un maximum, c'est une sorte de steampunk complètement déplacé, mais au moins, c'était assumé. Le problème, c'est que c'est toujours la même difficulté, la mise en scène est illisible, les personnages sont mal écrits, et même avec un casting généreux qui a envie de s'amuser, il y a notamment Orlando Bloom dans un rôle improbable, et ben on se retrouve quand même avec un film qui veut être généreux, mais qui est tellement maladroit en termes de mise en scène que ça ne fonctionne pas. On a Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant de l'homme de main. Enfin bref, c'est sympathique comme casting. Et ça décolle jamais. On a tous dit assez dommage, assez dommage. Je dis ça parce que j'ai pas envie qu'on croie que je suis en train d'attaquer Paul W.S. Anderson de manière facile. Il a beaucoup trop de films pour qu'on ne puisse pas maintenant voir des récurrences de choses faibles. Il a fait notamment Pompéi, pareil, dont j'ai vu certains extraits. J'ai pas vu le film en entier, malheureusement, celui-là. Et pareil, la mise en scène, enfin voilà, ça devient vite illisible. Il y a deux choses que Paul W.S. Anderson a vraiment du mal à faire. C'est une cartographie, c'est-à-dire où se passe l'action, et être clair sur cette cartographie, ce qui fait que du coup, lire les actions est très difficile, savoir quel personnage est où par rapport à un autre est très compliqué. Et la deuxième chose, c'est sortir de gimmicks pour raconter une histoire. Vraiment, écrire ce que les personnages vivent, les laisser se développer, et se confronter à une limite ou quelque chose. Il a vraiment du mal à faire ça, jusqu'à Monster Hunter. Ooh, that's a bingo! La news d'aujourd'hui, c'est donc l'annonce d'un nouveau projet Game of Thrones qui s'appellerait, si je ne dis pas de bêtises, The Sea... Attendez que je retrouve un peu le titre parce que j'ai trouvé ça très bizarre. Sea Snake, je crois. 9 Voyages, donc les 9 voyages Sea Snake. Alors, les petites... Ce que j'ai entendu, ce serait éventuellement une suite sur le voyage que Arya ferait, mais honnêtement, je ne suis encore sûr de rien. Franchement, attendons de voir. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Donc, on a grosso modo ce projet qui serait autour de Arya, un projet qui serait, si j'ai bien compris, une préquelle, et ça par contre c'est en plein tournage et ils sont en train de le développer, et deux autres projets qui sont en fait des
on va dire, des bruits de couloir. On n'est pas sûr que ça se développe, mais grosso modo, je pense que HBO tâte le terrain pour voir éventuellement quel hype ils arrivent à créer encore autour de Game of Thrones, sachant que la préquelle, c'est pas qu'il n'y a pas de hype autour, c'est qu'il y a clairement un grand public qui s'est éloigné de la série depuis, on va dire, l'échec, je caricature, critique de la saison 8. La saison 8 ayant cartonné comme rarement une série télé a cartonné. J'ai déjà raconté dans d'autres news à quel point ça a été la série la plus regardée au monde et la plus piratée au monde, Game of Thrones. Donc, l'insuccès, voilà, tout ça, c'est relatif. Hein. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Donc, je voulais parler de cette news parce qu'il y a un petit peu ce côté hype forcé, vous savez, que on fait dans les gros, sur les gros projets, excusez-moi, qui ont besoin encore de... On va traire la vache, quoi, quand il y a de l'argent. Je sais que le MCU est souvent taxé de ça, mais je trouve qu'au contraire, avec le nombre de bandes dessinées qu'il y a dans l'univers Avengers, traire la vache, on en est encore loin. Il y a vraiment beaucoup d'histoires de qualité qui ne sont pas été traitées dans les films et qui prendront des années à être traitées. C'est pour ça que je pense que c'est créativement pensable de faire un univers long de films de cinéma avec le MCU. Autant avec Game of Thrones, je ne sais pas, parce que George R.R. Martin lui-même n'a pas fini les livres, et l'auteur donc des livres, et il y a, je pense, déjà eu pas mal de choses en BD, notamment autour de l'univers de Game of Thrones, donc je sais pas, à voir, honnêtement. Je pense aussi que c'est un univers adulte, une dark fantasy assez unique, avec un univers d'une grande densité, donc pourquoi ça donnerait pas des choses alternatives intéressantes? Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Donc, sur Game of Thrones, personnellement, je pense qu'il y a moyen de voir. Mais j'aime bien aussi l'idée de voir un petit peu le méta-problème, avec notamment la baisse de la hype sur la série The Lord of the Rings, qui avait déjà fait monter une montée de bouclier des fans, qui étaient un peu en mode « Ouais, pourquoi vous voulez attaquer les films alors que les films ont des versions extraordinaires et qu'on a déjà tout traité dans les films ?» Déjà, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une série intéressante. Peut-être pas une grande série, peut-être juste une mini-série par saison, j'en sais, par livre, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, il faudra voir l'optique de l'adaptation, et on verra déjà ce que ça donne. Mais pour revenir sur Game of Thrones, je pense clairement Game of Thrones a été leader dans la possibilité d'autres séries sur la Dark Fantasy de trouver des financements et de se faire, telle que la série très très sympathique, sur laquelle j'ai déjà fait 2 critiques, une vidéo avec images d'ailleurs que je vous enjoins à voir, et une critique sur, bien sûr, mon copain Geralt de Rive. The Witcher étant clairement né grâce à la hype, grâce au budget, grâce au succès de Game of Thrones. Donc, bref, on a eu, je pense, de la chance, à part ça. Et maintenant, avec la baisse de Game of Thrones, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que le public va vraiment continuer à accrocher aux séries de Dark Fantasy? Ça, pour moi, c'est une question de fond. Je ne sais pas. Vous savez, il y a des fois des épiphénomènes comme ça, les gens accrochent d'un seul coup. Alors, avec l'univers des super-héros, ça avait été développé pendant tant d'années que il y a moyen que ça continue. Après la hype du début des années 2000, l'explosion du MCU avec Avengers et tout. Là, la Dark Fantasy, je sais pas, parce que ça reste très adulte. Mine de rien, il y a eu des écrits qui vont beaucoup plus loin. Game of Thrones a montré qu'on pouvait aller très très loin dans l'horrible, dans l'indicible. Mais est-ce que le public est encore prêt à remonter à cheval? Je sais pas. On verra. Peut-être qu'on va retomber comme dans les années 90 avec un public qui aime grosso modo ça, mais de manière beaucoup plus de niche, comme ce public qui était accroché à l'époque à la moindre série télé de genre Xena la guerrière ou Hercule, parce qu'avec ça, je caricature. Et moi, j'étais fan de cet univers, je peux vous le dire. J'étais assez fan de cet univers-là, donc j'avais rien, je caricature, on a eu Willow qui est sorti à un moment donné, après pendant des années on a attendu le Seigneur des Anneaux, donc est-ce qu'on va rentrer de nouveau dans ça? Est-ce que le grand public est prêt à régulièrement avoir de la dark fantasy à proprement parler, plutôt que des séries on va dire un peu plus réalistes, comme Vikings par exemple, sur laquelle je ferai un podcast prochainement? N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le fasse assez rapidement, série très très intéressante sur plein de points. Et voilà, donc je me pose la question de fond, est-ce que le public est encore prêt à prendre de la dark fantasy comme ça, adulte? Est-ce que les séries Game of Thrones ont vraiment encore la densité de donner ça? Est-ce que cette hype est en train de baisser, ou au contraire va remonter avec des séries comme The Witcher ou autres? Quid? On bat les couilles, frère. Alors qu'un groupe de soldats américains était en train de faire des manœuvres à Knock-le-Zout, ou était en guerre dans un univers très proche de la Méditerranée, comme d'habitude, ils sont catapultés dans un monde parallèle où des monstres énormes les attaquent, déciment les 3/4 de l'équipe, jusqu'à ne plus laisser qu'en vie le capitaine Nathalie Artemis, qui se retrouve donc seul dans un monde hostile et qui va devoir essayer de survivre malgré les monstres monstrueux qui les attaquent depuis leur arrivée dans ce monde hostile. C'est tout.
C'est un cri de gueule. Oh non, mais remboursez de Mais non, suite. c'est pas un cri Non, de- mais quel escroc. Mais non, mais- Oui, le pitch de ce Monster Hunter est simpliste. Oui. Et il est tellement simpliste que quand il essaie de remettre de la narration dedans, c'est lourdingue. C'est-à-dire, c'est pas lourdingue, mais c'est lourd. C'est-à-dire que ça a du mal à faire rentrer de la narration dans la mise en scène. Vraiment, on retrouve tous les défauts, en quelque sorte, de Paul W.S. Anderson, qui a toujours beaucoup de mal à faire avancer ses films. On va dire qu'il a du mal à créer de la liaison entre l'image et l'histoire à raconter. Il est toujours un petit peu en difficulté. Mais c'est là où Monster Hunter vient nous faire un passement de jambes sur le beat je flambe. Et oui, Doc Gineco, c'est violent. Ça commence tout de suite très très violent. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Parce que oui, le petit tour de mise en scène, le petit tour, on va dire, de maturité, qui sait ? Il n'y a pas d'âge pour franchir un cap de maturité, et je serai le dernier à pouvoir ouvrir ma bouche à me manquer de qui que ce soit avec le peu de choses que j'ai fait du haut de mes 40 ans. Tout ça pour dire, Monsieur Anderson, vous avez compris un truc, c'est que plus l'intrigue est simple, plus vous pouvez donner de la place à la mise en scène. Et honnêtement, il y a des défauts. On va revenir sur le passage effets spéciaux après. Hein. Calmez-vous, tous qui sortez déjà vos épées, vos flingues améliorées en custom, en mode on est des fans de Monster Hunter et ce film est une honte. On va y venir aux effets spéciaux. Mais, en l'occurrence, la simplicité de la mise en scène aide énormément ce film à être grosso modo coupé en, on va dire, deux parties. La première partie étant vraiment un film de monstres, à proprement parler. Quand je me suis moqué en disant oui, c'est des soldats qui sont bloqués à Knock-le-Zout et qui d'un seul coup se retrouvent balancés dans un monde de monstres, c'est ça, hein. C'est littéralement ça. La caractérisation des personnages est tellement faible, je ne sais pas s'il y a des personnages qui ont des enjeux autres que d'être des personnages. C'est-à-dire que ce sont des soldats qui s'entendent bien tous ensemble, et voilà. Il y a un balèze, il y a un gentil, il y a un rigolo, il y a une meuf, et il y a Mila Jovovich. Mais honnêtement, je ne me souviens pas des personnages au-delà du fait que, comme ils sont réellement, et ça c'est vraiment cool, et ça pour le coup, Paul W.S. Anderson a l'air d'avoir compris quelque chose qu'il avait, je trouve, échoué à mettre en scène, notamment dans les Resident Evil, c'est que on peut éviter de trop caractériser si la menace, le stress, la tension de la situation désespérée, j'insiste, une situation désespérée, est bien mis en scène. Et là, c'est le cas. C'est des mecs qui se retrouvent avec tout l'arsenal américain, vous savez, chars d'assaut, donc pistolet, mitraillette, vous voyez ce que je veux dire, je caricature M16, parce qu'ils n'ont plus des M16 maintenant, mais on va dire M16, donc des mitraillettes américaines, le gilet pare-balles, le casque et tout le bordel, toute la formation de soldats et tout ça, vous voyez le genre, quoi, Yo Joe et tout le bordel, oui je sais, je fais référence à G.I. Joe pour parler de l'armée américaine. Non mais c'est triste, c'est clair que j'ai une connaissance de l'armée extrêmement poussée, hein, mais alors, mortelle. Approche ta joue, je vais te donner une leçon pour la mémoire. Répète après moi, je suis un âne batté. Je suis un âne batté. En ce sens, si comme moi vous êtes ce qu'on appelle un nul, un zéro, même pas un bleu bit, je vous conseille de voir les vidéos, notamment deux vidéos très intéressantes que j'ai vues dernièrement, notamment de Kalchbud, Cartoon Trash, John Kalchbud, qui est un ancien militaire et qui a fait notamment des épisodes très intéressants à base d'animation sur sa période à l'armée. C'est très 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 intéressant, je trouve, franchement, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui en est parti. Et vous avez aussi dernièrement un vlog qui a été monté par Raptor, le Raptor dissident, sur sa période à Saint-Cyr aussi, qui est aussi une école militaire de haute étude. Alors, c'est assez dingue, je trouve, ce qu'il raconte sur cette école, en l'occurrence. J'ai un point de vue assez critique hein, sur le Raptor dissident, notamment, plus je connais un peu plus sa vie, moins j'adhère à certains de ses points de vue, ou plutôt plus je comprends un peu pourquoi il a des points de vue assez radicaux, notamment sur la construction sociale, grosso modo en considérant que tous les gens qui font des métiers, qui font des études d'art, littéraires et ainsi de suite, sont des parasites et qu'il faudrait s'en débarrasser. Ou grosso modo les reformater. Non, franchement, je caricature à peine, hein. En tout cas c'est comme ça que je lis sa réflexion à lui. Si vous vous intéressez au Raptor dissident et que vous regardez ses vidéos, n'hésitez pas à me partager votre avis si d'aventure vous n'êtes pas d'accord. Quoi qu'il en soit, il a sorti une vidéo sur Saint-Cyr, sur son période à Saint-Cyr, qui est très intéressante je trouve, sur ce qu'elle raconte des écoles militaires et de l'univers militaire concret. Donc des gens qui savent de quoi ils parlent. Moi au niveau de l'armée, je vais juste fermer ma gueule et leur laisser la place parce que je pense que c'est le minimum que je puisse faire pour faire preuve d'un tant soit peu de respect. Ta gueule! Ta gueule! Donc on va résumer l'intrigue à Mila Jovovich, qui est chef de militaire avec des militaires, se retrouve assaillie par des monstres qui sont clairement plus forts qu'eux,
et ils se font massacrer les uns derrière les autres, et je trouve que c'est une partie du film qui est particulièrement sympathique, pas forcément hyper stressante, mais avec assez de tension pour qu'on se dise merde, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi, ils sont foutus, hein. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Au bout de quelques minutes de film, on se dit ouais, franchement la situation elle est désespérée, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc on a cette première partie du film, puis une partie que je qualifierais plus de film de survie, qui est moyenne mais correcte, honnêtement, qui donne encore, je trouve, de la bonne identité au film. Le personnage de Mila Jovovich va devoir s'adapter à son nouveau climat, et là, en termes de mise en scène, le film est intéressant aussi, je vais y revenir après, notamment quand je vais aborder la question des monstres. Et la dernière partie du film, on tombe vraiment dans ce que je vais qualifier de dark fantasy, tout simplement, qui est vraiment dans l'univers du jeu à proprement parler, et qui, je pense, va syncrétiser toutes les critiques, la majorité des critiques des fans, avec les effets spéciaux, mais je trouve que en coupant le film de manière aussi didactique en 3 parties, il a laissé la place à la mise en scène, et c'est très bien parce que le film pourrait quasiment plus se passer de dialogue, je pense, le film est presque trop bavard pour ce qu'il a à raconter, alors que la mise en scène le raconte très bien. Je vais essayer d'être un peu concret. On a 2 éléments qui m'ont particulièrement plu. C'est d'abord le fait que, enfin, dans un film de Paul W.S. Anderson, il y a une cartographie claire et lisible, c'est-à-dire que on voit où sont les personnages les uns par rapport aux autres, les menaces sont relativement claires sur ce qu'elles font, et le massacre des personnages secondaires n'est pas un problème puisqu'ils sont secondaires. Et du coup, grosso modo, le triome de soldats qui survit un peu plus longtemps et qui continue avec Mila, je spoil à peine, on arrive non pas à s'y attacher, mais on comprend la gradation, entre guillemets, dans la détérioration de la situation. Et je trouve que ça, c'est très bon. On commence notamment en surface avec un énorme monstre qui, dans le désert, qui défonce les tanks et tout ça, qui est vraiment inattaquable et qui, visiblement, les personnages le comprennent, est attiré par le son, le bruit. Donc les personnages se réfugient un peu malgré eux sur des sortes de collines, et dans ces collines, ils tombent sur des sortes d'énormes fourmis. Je vous spoil à peine les 5 premières minutes, hein, que les choses soient bien claires. Et donc, ils essaient de survivre malgré ces fourmis géantes qui les massacrent tous, contre qui leurs armes sont efficaces, mais alors vraiment de manière très limitée, c'est-à-dire qu'il faut claquer 12 chargeurs pour buter une fourmi, et on est dans une fourmilière, donc autant vous dire que c'est très compliqué. Enfin, c'est des araignées, pardon, c'est pas des fourmis, des araignées. Et donc les personnages se font, entre guillemets, tuer quand ils se font pas attraper, entre guillemets, je vous laisse découvrir pourquoi, parce que c'est bien sympathique et bien gloomy comme il faut, bien dégueulasse. Oh le cochon! Oh le cochon! Le cochon, le cochon, le cochon! Bon bah ça va maintenant! Et là vraiment j'insiste, c'est rare que c'est vraiment exceptionnel que vous m'entendiez dire ça, mais il y a vraiment des finesses de cartographie, de mise en scène simple qui font que l'action est chaque fois lisible, qu'on voit, par exemple, à un moment donné, ils sont coincés dans les grottes avec les araignées, et il y a vraiment des feintes qui m'ont beaucoup plu, comme le fait que certaines araignées sortent de la pénombre, mais pas de manière, vous savez, jumpscare à 2 balles, c'est vraiment assumé dans la mise en scène, le fait que les personnages se voient les uns les autres à une certaine distance agir et subissent des choses, et que les personnages, quand on arrive à des moments où ils sont en situation de calme, on le sait, ils vont mourir, et ils le sentent eux aussi, ce qui fait qu'il n'y a pas, encore une fois, pas ce truc de nous prendre pour un idiot, et de vouloir faire passer des jumpscares ou des gimmicks, encore une fois, pour de la mise en scène. Et franchement, c'est un vrai pas en avant qu'a fait Paul W.S. Anderson en termes de mise en scène dans ce film, c'est vraiment efficace. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je vais souligner simplement un point de mise en scène précis qui m'a beaucoup plu, et avant d'aborder les questions qui fâchent, hein, notamment les monstres et la question des effets spéciaux. C'est un moment où la mise en scène manipule ce que j'appelle la double menace, c'est-à-dire que le personnage est dans une période, grosso modo, où il est en train de combattre un énorme monstre, et il se retrouve, entre guillemets, à distance. Je vous passe les détails, je ne veux pas vous déflorer un peu le peu de narration qu'il y a, et il est donc récupéré par des soldats qui veulent l'aider, machin. Et la menace de ce monstre volant est clairement sous-entendue par des effets de mise en scène du genre le personnage est par terre et on voit une ombre passer sur son visage et on se dit ah, le monstre est en train d'arriver, il est pas du tout en sécurité, et en fait ce sont les pales d'un hélicoptère qui faisaient le bruit et l'ombre de ce monstre. On met le personnage à un moment donné dans un appareil volant, il s'envole, et on a un plan avec l'appareil et le ciel derrière est ouvert, ce qui fait qu'on a la première chose qu'on s'imagine, c'est que le monstre volant va arriver par-dessus, par-dessous, par l'horizon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette menace subtile et intelligente, vraiment, je sais c'est rare de dire ça sur la mise en scène de Paul W.S. Anderson, mais je trouve que c'est vrai, qui fonctionne vraiment bien et qui fait que cette scène, quand elle commence à devenir spectaculaire, a bien été amorcée et assumée. C'est peut-être les 2 choses qui me plaisent le plus dans ce film, c'est qu'enfin Paul W.S. Anderson a
choisi de nous montrer de l'action lisible, a réussi à obtenir les moyens pour le faire, et a obtenu de l'efficacité par rapport à ça. Comme quoi, aucun cas n'est désespéré. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je referai un documentaire. Nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. C'est trop nul. Tactiquement, techniquement. Faisons donc un point tout de suite sur les effets spéciaux. On va pas faire long sur le scénario, encore une fois, j'ai déjà assez défloré comme ça. Je vais pas parler beaucoup du casting. Il y a essentiellement Mila Jovovich et Tony Jaa. Ah si, allez, petit bout sur le casting qui me plaît. Le film assume une deuxième chose que je trouve très bonne, c'est le fait que le personnage arrive dans un monde où il ne connaît pas la langue et les gens ne parlent pas, elle peut pas s'adresser aux gens. Et le film l'assume complètement puisqu'elle rencontre le personnage de Tony Jaa, ils ont une certaine forme de confrontation, je vous laisse découvrir comment, et ils ne parlent pas la même langue. Du coup, beaucoup de choses passent par la mise en scène, les regards, ce qu'ils pensent que l'autre dit, la méfiance, et je trouve que ça marche vraiment bien. Les deux acteurs étant vraiment très bons, que ce soit Mila Jovovich ou Tony Jaa, il y a vraiment un très beau travail sur la présence de l'un et de l'autre, comment ils se perturbent l'un l'autre et deviennent antagonistes, entre guillemets, et comment elle découvre son univers, comment lui découvre le sien. Et je trouve que ça marche vraiment. Il y a des éléments très simples, il y a notamment à un moment donné, les personnages s'engueulent, je vous passe les détails. Ils sont assez cruels l'un avec l'autre, et là, Mila Jovovich aperçoit sur une table deux effigies qui sont un peu une effigie d'une femme et d'un enfant, et elle comprend que c'est à l'image du personnage, que c'est probablement de la famille du personnage de Tony Jaa, elle les casse pour l'énerver, et c'est cohérent, et on comprend en un seul plan ce que ça veut dire. Et ça, je trouve que c'est tout simple, mais c'est ce qui fait qu'un film où les personnages ne parlent pas la même langue peut donner plein de trouvailles de mise en scène, donner de la densité à la narration, sans avoir à en rajouter, et sans faire des lignes de dialogue, à plus savoir quoi en faire, et surtout quand on écrit mal les dialogues, n'est-ce pas, monsieur Paul W.S. Anderson. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment aussi, le casting fait vraiment bien le taf, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un travail entre Tony Jaa et Mila Jovovich, aussi bien dans les scènes d'action que dans le rapport de l'un envers l'autre, qui fonctionne vraiment très bien. Et je rajouterai simplement un dernier petit point sur Ron Perlman qui a un rôle dedans, et la seule chose que je peux se dire, c'est Ron Perlman fait le taf, mais qui a eu l'idée de lui mettre cette satanée perruque pour faire, je sais pas, personnage de jeu vidéo, manga? Ron, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes toutes les semaines, arrête. Quand tu acceptes un rôle, tu dis écoutez, vous vous calmez, vous me laissez tranquille avec ma tête. Parce que ça suffit de me faire passer pour un con. Et honnêtement, là, tu passes pour un con, là. Oh, tu vas avoir des gros problèmes. Non, mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade. Mais qu'est-ce que... Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde. Surtout que la quasi-totalité du lore, de l'univers et de l'intrigue, de la raison de l'intrigue, et du grosso modo des portails dimensionnels passe par lui. Alors c'est cool, hein. Faut mieux prendre un acteur qui a beaucoup d'expérience, un peu à la manière de Patrick Stewart dans X-Men 1, comment faire passer le charabia de l'univers des super-héros au grand public, prendre un acteur comme Patrick Stewart, je sais pas, Morgan Freeman, et lui faire dire des choses complètement délirantes et de cinéma de genre, mais de manière sérieuse, et d'un coup tu dis ah bah oui, j'y crois, parce que tu crois d'abord et avant tout à cet acteur, à cette diction, à cette confiance que tu accordes à l'image publique populaire de l'acteur. Là c'est la même chose qui est fait avec Ron Perlman, ça fonctionne, mais je mets de gros guillemets parce que le film insiste un peu trop là-dessus, et du coup il y a un petit côté heroic fantasy du pauvre qui quand même apparaît par moment, le film n'ayant pas énormément de moyens. Et le film a coûté 60 millions de budget, ce qui est correct, et ça se sent aussi, et je vais y venir tout de suite, mais quand même le lore du film a quand même du mal à exister avec peu de scénario. Bref, on retrouve un petit peu mon beau vieux Paul W.S. Anderson qui a beaucoup de mal à faire exister un univers dès qu'il utilise des dialogues ou de la narration. Arrête de parler! Concernant les effets spéciaux, je vais faire court. Il se trouve, je pourrais parler longtemps, mais je pense que c'est une question de perception. Il me semble que le film a grosso modo 3 grands monstres, je caricature, et c'est bien pour un film d'1h30. Mais je trouve que le film a vraiment pris le temps de les développer. On a un premier monstre des sables, un monstre volant, et des sortes de bestioles au milieu, des sortes d'araignées. Et j'ai trouvé dans les 3 cas que le film avait su, alors on en croise quelques-uns autres, mais qui sont un peu plus secondaires, où je trouve que ça fonctionne un peu moins bien, c'est un peu moins... certains fonds verts piquent les yeux un peu, mais j'ai trouvé globalement, j'ai vu le film à la télé en version française, et j'ai eu aucun problème, j'ai trouvé vraiment que les 2 grands monstres du film, celui du début, celui de la fin, avaient beaucoup d'incarnation, j'arrivais à croire que c'était des monstres vraisemblable, avec une logique, avec une manière de se nourrir, d'exister, et donc qui permettait aux personnages d'être des chasseurs et de pouvoir retourner le rapport de force. J'ai réussi à y croire, et j'ai trouvé que leur difficulté à battre ces monstres était vraiment à l'honneur du jeu vidéo Monster Hunter. Alors est-ce que c'est vraisemblable à chaque fois? Est-ce que tous les plans fonctionnent? Non, clairement il y a 60 millions de dollars, c'est quand même beaucoup comme budget, mais c'est pas un budget de blockbuster, je vous rappelle, il faut 100 millions pour commencer à être un blockbuster. 60 millions, c'est pas des masses.
C'est la même chose que vous avais expliqué sur Warcraft de Duncan Jones, on n'est pas encore assez dans le blockbuster où on est tranquille, on a le temps de faire de la post-prod pendant 1 an. C'est pas le cas. C'est souvent des films produits beaucoup plus vite, et le chiffre du budget le dit. Donc, je trouve que le travail a fait avec assez d'amour pour que globalement on ait vraiment des monstres de qualité, il y en a peu, et ça a fait beaucoup de bien au film. Mais il y a quand même quelques plans qui jurent un peu, par-ci, par-là, c'est comme ça. Ça arrive, il y a notamment tout un truc sur une mer de sable avec un bateau, qui au début du film, ça a tendance à un petit peu, je trouve... cristalliser un peu les critiques du film, alors que je pense que le film aurait pu se passer de cette scène et clairement passer tout de suite à la suite. C'est peut-être, encore une fois, un des défauts de Paul W.S. Anderson, le désir d'en mettre plein la vue, de faire une grosse intro bien épique, un peu à la James Bond, puisque c'est les James Bond qui ont lancé ce truc de faire des intros de grosses scènes d'action qui finissent une histoire pour commencer l'histoire de James Bond à chaque fois, qui a vraiment lancé ça dans le cinéma de blockbuster. Mais je trouve que là, pour le coup, dans le cas d'un film de genre comme celui de Monster Hunter, qui est supposé être un film qui marche, qui a bien marché d'ailleurs au cinéma chinois, je vous parlerai d'une petite anecdote après, notamment sur le montage chinois du film, qui va parler un petit peu de la production et des films américains en Chine en général, et des productions étrangères qui essaient de percer en Chine. Mais en l'occurrence, c'est pas un énorme budget non plus, et donc je pense qu'ils auraient pu se passer de cette scène et directement entrer les pieds dans le plat avec le personnage de Mila Jovovich et de son équipe, notamment parce qu'à partir de là, ça fonctionne vraiment bien. Il y a notamment un travail qui m'a beaucoup plu sur les mouvements des monstres, que j'ai trouvé organiques et réalistes. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que les monstres aient vraiment un pattern, une manière de fonctionner qui leur permettait de... Alors malheureusement, le deuxième monstre, il est un peu trop annoncé scénaristiquement et c'est un peu faible, mais... Je pense que ça pourrait tout à fait... Je pense que ça fonctionne tout à fait en termes de film, et honnêtement, c'est à mettre au crédit du film d'avoir mis peu de monstres et d'avoir su plus ou moins les gérer. Je sais que beaucoup de fans sont tombés dessus en disant c'est pas suffisamment bien. Moi, je l'ai vu sur une télé en HD, ça m'a pas posé problème, j'ai trouvé que globalement le film fonctionnait vraiment bien en termes d'effets spéciaux. Voilà, je sais que c'est une question de sensibilité d'interprétation. Est-ce que je l'ai vu en 4K sur grand écran ? Non. Donc voilà, si vous l'avez vu dans d'autres conditions que moi et que vous pensez qu'au contraire ça ne fonctionne pas dès qu'on le voit dans ces conditions-là, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse évidemment. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut le tout, tu sais. Faut le tout, c'est vrai. Faut le tout pour faire un monde. Allez, pour la petite anecdote, sachez que le film a été remonté en Chine. Il était sorti depuis quelques jours et il y a eu une sorte de grogne qui est montée. Le film avait déjà fait 6 millions de dollars d'entrée, ce qui est très très bien en Chine. Et il a grosso modo été remonté parce que il y avait une réplique qui disait what are these weird knees, je crois un truc comme ça, qu'est-ce que c'est que ces genoux bizarres, et il y avait un personnage qui répondait this is Chinese, en faisant un jeu de mots de merde, donc sous-entendu c'est des Chinois, et ça a été très mal pris, ce qui est tout à fait logique parce que c'est une blague nulle et en plus gratuite et déplacée, ce qui fait que du coup voilà, le film a été remonté là-bas, mais ça montre à quel point les productions étrangères qui veulent aller en Chine, elles ont encore parfois un racisme bizarre et teinté. On se rend pas compte en Occident à quel point on est parfois raciste gratuitement. Il faut vraiment qu'on apprenne à respecter les autres cultures. C'est quand même un truc de fou. Même si c'était une non-vanne, en quelque sorte. Bah justement, c'est une non-vanne. Pourquoi avoir fait cette vanne naze et avoir insulté des gens sans raison ? Bref, je trouve que c'est une anecdote hyper intéressante pour montrer à quel point on va encore avoir du mal à aller sur le marché chinois tant qu'on ne sera pas sorti de certains préjugés et de certaines, facilités racistes absurdes. Vraiment, pour le coup, absurdes. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La question vite répondue cette semaine, ça sera un petit truc un petit peu court, puisque je fais ces derniers temps sur Instagram des petits retours, notamment des petites réflexions ou des approfondissements, j'ai envie de dire, sur des points précis de films, de petites choses que je trouve insolites, intéressantes pour la réflexion. Et je fais des petits montages photos sur Instagram avec le texte dessus. C'est un petit peu le vent en poupe sur Instagram en ce moment, mais j'ai trouvé que ça collait bien aussi avec ces textes qui sont quelque part devenus des petits articles de blog, mais que je qualifierais pas d'articles, je qualifierais plutôt de billets, de réflexion, parce que un article ce serait beaucoup plus dense que ça. Donc voilà, j'en profite parce qu'on m'a posé la question de savoir un petit peu ce que je voulais faire de ça, est-ce que je voulais continuer à le faire régulièrement, parce que j'ai eu un petit trou là, j'ai eu du mal un petit peu dans mon organisation personnelle, je m'en excuse, mais il y avait des gens qui appréciaient ce genre de billets, qui m'ont donc demandé si je continuais à reprendre, et donc oui, j'essaie de reprendre actuellement, j'ai recommencé notamment avec des billets sur les films Soul. J'ai pris un petit peu de retard, ça s'appelle, je les ai intitulés Semaine de cinéma, parce que dans l'idée de départ, je voulais
faire quelques billets sur un film, genre 2, 3, 4, allez, si j'ai beaucoup de choses à dire en plus à approfondir après le podcast, mais c'est beaucoup de travail mine de rien, et j'ai pas forcément le temps tous les jours de le faire, donc je vais essayer d'en faire 1 ou 2 par film, et de les intercaler dans la semaine, parce que je trouve que ça rythme bien la semaine, avant le podcast, avant la sortie de la vidéo du podcast du vendredi. Voilà, donc c'est pour répondre à la question, oui, je vais continuer à en faire, et oui, je vais essayer d'être sur un rythme de 1 ou 2 ou 3, allez, grand maxi par film, parce que par semaine j'ai pas vraiment le temps, je vais essayer de voir un petit peu comment je peux développer ça, et évidemment les semaines où il y aura des vidéos, j'en ferai peut-être moins, parce que les vidéos avec l'image me demandent beaucoup plus de travail, voilà, et il y en aura bientôt, et pour ceux qui suivent le podcast depuis un moment, j'ai peut-être réglé la question de comment transférer les images de mon Xiaomi, mon téléphone, vers mes ordis, donc voilà, avec un petit peu de chance, on continue les billets sur Instagram, ça c'est l'information numéro 1, et avec un petit peu de chance des vidéos HD. Allez, prochainement, on va croiser les doigts. C'est gentil, n'est-ce pas, madame? C'est gentil ce que je vous dis. Monster Hunter est une bonne adaptation. Oui, je sais, ça choque beaucoup. Il faut bien distinguer un film qui vous a plu d'une adaptation qui est objectivement bonne. C'est-à-dire que le principe de Monster Hunter est d'avoir un personnage principal qui, grosso modo, qui est notre avatar, grosso modo, dans l'histoire, de customiser, d'entraîner ce personnage à s'attaquer à des monstres dont on doit découvrir le point faible, la stratégie, la manière de les contrer, ou de rendre notre personnage hyper stuffé avec des épées magiques et autres canons à trois plaintes, ou avec des obus et ainsi de suite, jusqu'à réussir à battre ces fameux monstres et à récupérer éventuellement le stuff qu'il y a dessus, armure et ainsi de suite. Et le film fait exactement ça. C'est-à-dire que le personnage de Milla Jovovich est confronté à des monstres, dont elle doit trouver le pattern, la technique pour ou simplement y survivre, comme les araignées, ou les contrecarrer, carrément les tuer, dans le cas du monstre, du fameux dragon des sables du début du film, ou du dragon volant de la fin du film. Donc, c'est une excellente adaptation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de l'adaptation stricto sensu du jeu, au point que, même quand le film essaie d'insérer un petit peu de narration dedans, et de créer un lore, et de créer un univers un tant soit peu cohérent, il est j'ai envie de dire, lui aussi, presque en trop dans l'histoire. Donc pour moi, c'est vraiment non seulement une excellente adaptation, mais en plus, c'est, je pense, une des meilleures adaptations, parce elle respecte vraiment l'esprit du jeu. Alors oui, quand je dis qu'elle respecte l'esprit du jeu, c'est qu'on a ce fameux personnage du chat, une sorte de personnage de chat en 3D qui vient, bon je vous passe les détails, vous découvrirez, et qui vient vraiment là de manière presque drôle, parce qu'on dit qu'est-ce que ça fout là ce truc, et effectivement, le film tease le fait que s'il avait plus de moyens, il irait un peu plus loin sur la question. Et je trouve pas ça idiot. Est-ce que le film va cartonner en Chine et donc se permettre de devenir un blockbuster, en tout cas chinois ? Peut-être, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, même si ça peut paraître naïf de se dire allez on rajoute un personnage comme ça un petit peu dans le lore, et que je sais que des gens vont attaquer le film en disant voilà franchement rajouter le chat en 3D genre pour faire style, il y a des personnages non humains comme c'est dans le jeu, alors que visiblement il n'y a pas les moyens de faire en sorte que le personnage soit autre chose que le cuisinier dans l'histoire. Ouais, je sais, c'est un peu limite et c'est clair que c'est critiquable, mais je pense que pour le coup le film étant un film bon, il est bien fait, il est lisible, les scènes d'action sont cool, les monstres, je trouve, personnellement, encore une fois, c'est une question de subjectivité, ou de qualité de visionnage du film, possible aussi, hein. Je suis tout à fait d'accord, peut-être que vous avez de la 4K chez vous et que ça passe pas du tout, hein. C'est pas le cas chez moi, mais en l'occurrence, je trouvais que ça marchait bien, et que le fait d'avoir limité le nombre de monstres de film a permis d'obtenir des monstres que je trouvais vraiment intéressants, vraiment menaçants, ou tout du moins vraisemblables. Et je trouve que Milla Jovovich, qui est franchement pas une actrice que j'adore, pour le moment, arrive par petits moments à être assez vraisemblable. J'ai bien aimé le moment où notamment ça l'a fait rigoler de tomber sur le personnage chat et d'en rire. J'ai trouvé que le film riait du propre univers du jeu, mais je trouve pas, ne s'en est pas moqué, a juste pris ça tel que c'était, c'est-à-dire en disant voilà, s'il y avait des hommes chats, qu'on le découvrait de but en blanc, ça nous ferait peut-être rigoler, on serait peut-être un peu bon, merde, voilà un truc assez étrange, tout en ne décrédibilisant pas l'univers du jeu pour le coup. Donc voilà, après je suis d'accord, le scénario tient sur une feuille de post-it, c'est clairement pas une histoire qui va dépasser le cadre d'un lore simple de personnages qui s'affrontent des gros monstres. Alors pour faire une suite sur quelle base ? Autre que celle-là, pourquoi faire, j'ai envie de dire. Mais là j'ai envie de dire presque, si Paul W.S. Anderson est capable une bonne fois pour toutes d'admettre qu'il sait pas faire des films de zombies et qu'il nous laisse tranquilles, qu'il s'attaque à des films de monstres où il prend le temps de développer 1, 2, voire 3 monstres par film,
et que les films sont tout simplement des films de survie pure de cette qualité-là, voire même mieux, en poussant encore plus loin le truc, en disant voilà, le personnage devient tout doucement un chasseur de film en film de plus en plus aiguisé et tout, et se confronte à des monstres hyper balèzes, que certains personnages qu'il a rencontrés sur le chemin, Tony Jaa ou d'autres, claquent dans le process, bah, on aurait une série de films, je trouve, tout à fait sympa, et des bons moments de cinéma. Donc, que demande le peuple ? J'ai envie de dire, je comprends hein, qu'à chaque adaptation de jeu qu'on a adoré, on espérait avoir des univers immenses, parce que l'univers de Monster Hunter est immense, et le film est, en ce sens-là, très très restreint. On a essentiellement un bout de désert, et grosso modo un endroit qui a vers la fin une sorte de temple. Et je comprends que ce soit critique, mais il faut bien garder à l'esprit que pour un premier jet, pour un premier film, c'est une adaptation vraiment de bonne qualité. Il y a plein de films qui n'ont pas eu droit à ce respect, hein. Je parlais de Street Fighter et de Mortal Kombat, j'exagère, mais il y a vraiment beaucoup. Hitman encore, qui cherche encore son adaptation correcte. Moi j'avais bien aimé l'adaptation de 2005, de 2011 ou 12, je sais plus quand on était sorti, 2013. J'avais trouvé sympa, mais les fans du jeu l'ont détesté, et c'est clair que c'était pas un chef-d'œuvre non plus. C'est pas ce que j'ai dit, mais à comparer, c'était franchement une adaptation beaucoup moins fidèle et beaucoup moins réussie que Monster Hunter. Donc, j'entends les fans, que ça puisse vous décevoir, mais avant d'avoir un film qui respecte le lore complètement du jeu et de proposer un univers aussi foisonnant, immense, et qu'un film vous propose 12 monstres à abattre, ce qui me paraît beaucoup pour leur donner de la vraisemblance, honnêtement, et ben vous vous retrouvez avec une production tout à fait honnête. Alors, est-ce que vous auriez aimé quelqu'un d'autre que Paul W.S. Anderson à la réalisation ? Certainement. Est-ce que vous auriez aimé préférer quelqu'un d'autre que Mila Jovovich dans le rôle titre ? Certainement. Est-ce qu'ils auraient pu éviter de foutre une perruque ridicule à Ron Perlman ? Ok. D'accord. Mais le coup des armes différentes qui se chargent et ainsi de suite, j'ai trouvé que c'était pour le coup, encore une fois, cohérent par rapport à l'univers Monster Hunter. Il me semble que ce film a essayé sincèrement de faire une adaptation. Il est peut-être pas arrivé. Il y a peut-être des choses que je rate du jeu, je ne connais pas assez le jeu. Mais il me semble que dans sa démarche d'adaptation et dans son résultat, il y a quelque chose de vraiment respectueux et on obtient au pire des cas une bonne série B. J'insiste, Paul W.S. Anderson a fait, je sais pas, 7-8 Resident Evil, il n'y en avait pas un qui respectait la série, hein. Pas un seul qui respectait les jeux, vraiment. C'était... En fait, grosso modo, le respect des Resident Evil, je vais résumer, ça résumait la vidéo d'introduction qu'on avait eu le droit à l'époque avec des acteurs à 2 balles. Tout le côté nanardesque du tout premier jeu, de la toute première vidéo qu'ils avaient fait avec des acteurs. Sinon, ça respecte rien du reste. Ni la sensation de peur, ni la claustrophobie, ni le fait d'être submergé par les zombies, ni le fait d'avoir des monstres énormes comme le Nemesis qui te poursuit, tout ça, des trucs d'anthologie comme ça, ou d'avoir un film d'action franchement burné et très très gore et violent comme pouvait l'être Resident Evil 4. Bref, c'était nul. Et là, pour le coup, avec Monster Hunter, au contraire, c'est au moins respectueux de l'esprit du jeu, il me semble. Voilà, après, je voulais dire ça parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient tombés sur ce film et je trouvais que c'était pas tout à fait justifié. J'ai pas trouvé d'argument qui me semblait être effectivement, ils ont raison, il faut conchir ce film. Non, ça reste un bon film de genre. Certes, pas l'adaptation ultime, et peut-être que les suites pourraient devenir de meilleures adaptations s'il y en avait, mais en l'état, franchement, les fans de Monster Hunter, pleurez pas, hein. Nous, les fans de Street Fighter ou autres, on n'a jamais eu droit à une adaptation qui soit juste correcte. On a dû pleurer, on pleure pour avoir une version YouTube avec les moyens que le mec avait sur le terrain, qui est juste bien, c'est franchement pas un chef-d'œuvre, c'est juste bien, et encore je suis gentil, sinon on n'a rien eu, quand on a eu que des trucs scandaleux venant d'Hollywood. Donc voilà, admettez que vous avez eu de la chance. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. J'ai un drôle de monstre caché dans ma maison. J'ai un drôle de monstre, fais très attention. Mon petit monstre a une drôle de tête, des yeux dans le front et un nez de cochon.